Et bien entendu, notre responsable de la captation, notre magnifique opérateur de prise de vue et de son, demande la parole. Il s'appelle Simon. Merci Bernard. J'avais une question à partir de l'intervention de Yves, mais en fait qui est une question pour Bernard, à partir de ce qu'il disait à propos d'Aristote, c'est-à-dire qu'on était noétique qu'en acte, selon Aristote. Je ne pense pas que dans la topologie de Yves, l'intermittence apparaissait, c'est-à-dire qu'à mon avis, selon ce qu'il a dit, on était noétique toujours, et selon de différentes... il y avait différentes manières d'être noétique en acte, mais que... en tout cas, à mon avis, je n'ai pas vu apparaître l'intermittence. Et c'est vrai qu'hier, on parlait des fonctionnements inconscients de l'esprit, et que Aristote ne connaissait pas. Est-ce que lorsque je m'endors, lorsque je m'assoupis, lorsque je rêve, je suis noétique en acte ou pas? Du coup, je remets en fait en question cette proposition d'Aristote. Ça me permet aussi de broder un peu avec l'intervention de Anne. C'est-à-dire que dans l'histoire du cinéma, il y a eu des liens entre Alors, j'ai pas tout suivi, ça allait un peu vite. Je vais être imprécis du coup. Mais donc dans l'histoire du cinéma, on a vu que le cinéma était lié avec des moments très bas de la noèse. Je pense à la propagande nazie, je pense aussi au marketing consumériste qui a eu lieu après les années 50. Mais avant la propagande nazie, il y avait Eisenstein qui disait que le cinéma était évidemment lié à la pensée. Ça, je le tiens de Gilles Deleuze qui fait un cours sur le sujet. Alors là, c'est pas vraiment une question, mais c'est quelques concepts, quelques mots-clés que j'ai relevés dans un cours de Deleuze. Il disait l'image cinéma est une image automatique, ça veut dire qu'elle fonctionne automatiquement. Le cinéma provoque la levée dans le spectateur d'un automatisme spirituel. Et Eisenstein, à partir d'Eisenstein, Deleuze propose que le cinéma provoque des no-chocs, des chocs dans l'esprit. Du coup, est-ce que être choqué par le cinéma, c'est être en acte noétiquement? Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ma question. Oui, c'est vrai qu'Eisenstein parlait du cinéma coup de poing. Alors je n'ai pas encore lu Eisenstein, mais du coup, je vais devoir le faire. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? On va faire comme hier, prendre plusieurs questions. Donc il y a Benoît qui voudrait parler. J'ai à la pause essayé d'établir des liens entre des notions qui ont été évoquées lors des différentes interventions. J'ai relevé le mot liminalité, déphasage. Dans la mesure où ce qu'on essaie de penser, c'est les processus d'individuation, et comme on l'a vu plusieurs fois, que ces processus d'individuation sont des ruptures, il y a des organisations, des réorganisations. Il semblerait qu'il y ait une nécessité d'état de choc. Et par ailleurs, l'an passé, vous aviez fait un lien entre la notion de déphasage et la notion de sacrifice, ce qui implique une perte pour un gain. Bien, c'est des liens assez... c'est des ouvertures que je fais là, que j'essaie de faire avec vous. C'est pas encore très articulé, mais en tout cas, le processus de liminalité me semble intéressant pour penser les processus sacrificiels et la notion de déphasage, dont par ailleurs j'aimerais, si possible, avoir peut-être une définition. D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre veut-il intervenir? Oui. Je voulais faire une remarque par rapport à l'exposé de Anne.
Surtout par rapport à un moment, tu as dit percevoir le film, c'est coïncider avec lui. Et de manière générale, par rapport à l'idée de connaissance par rapport au cinéma, et par rapport au langage. Il y a beaucoup d'écrivains Marguerite Duras notamment, qui s'étaient exprimés en disant il n'y a pas d'image au cinéma, il y a d'image qu'en écriture. Et Julien Gracq ou Kafka aussi avaient cette réflexion qui était le cinéma nous oppresse, enfin, on est obligé de s'enquister dans les images, on n'a pas du tout de moment de liberté qui nous permet de produire nous-mêmes nos propres images. Et je me demande par rapport à la connaissance que serait, même si je ne sais pas si c'est intéressant de le présenter comme ça, un cinéma sans un langage qui le précéderait. C'est-à-dire que je pense que le cinéma c'est quelque chose de très très sauvage au niveau du sens et de ce qu'on peut en retirer en termes de sens, si on n'a pas l'appareil de parole ou de discussion avant le film, après le film. Et il y a un cinéaste, Brakhage par exemple, qui faisait des expériences très intéressantes où il a essayé de faire des films pour reproduire, enfin, dans son idée, ce que pouvait voir un bébé. Enfin, dans l'esprit, quelqu'un justement qui n'a pas le langage et dans une perception extrêmement confuse du monde qu'il pouvait percevoir. Je serais très curieux si on pouvait regarder des bouts d'un film de Brakhage pour savoir quel sentiment de connaissance on pourrait avoir par rapport à ça, qui sont des films extrêmement, justement, qui sont basés sur le choc visuel. Il y a absolument, parfois on ne voit absolument aucune forme se dégager du film. Donc ça serait un peu une question ou une remarque sur par rapport à la connaissance, cinéma sans langage ou sans les repères que permettent le langage par rapport à la connaissance, est-ce qu'il pourrait avoir cette fonction que tu as décrite ou que lui donne Bergson? D'accord, ok, d'accord. Bon, voilà. Merci, Michael. On va peut-être arrêter là pour. Ah oui, on reprendra des questions après parce qu'il ne faut pas en prendre trop en même temps, sinon après on perd. Je vous redonnerai la parole dès qu'on aura exploré cette première salve. Je vais peut-être réagir d'abord à la question de Simon. Peut-être qu'il voudra dire quelque chose aussi. Tu parlais, Simon, d'Aristote. Et tu disais on est noétique qu'en acte. Enfin, tu voulais dire, je pense qu'on est noétique en acte que par intermittence. Parce que quand on n'est pas noétique en acte, on est toujours noétique, mais en puissance. C'est la fameuse dynamis d'Aristote qui inspire beaucoup Simondon. Hein, parce qu'on présente toujours Simondon presque comme un adversaire d'Aristote, et on n'a pas tout à fait tort, puisqu'il se présente lui-même comme ça, hein, en disant il faut dépasser le schème morphique aristotélicien, etc. Mais c'est quand même sa première source, à mon avis, c'est sa première source d'inspiration. Pour moi, Simondon, c'est avant tout une interprétation d'Aristote. Je ne suis pas sûr qu'il en soit pleinement conscient d'ailleurs, parce que très souvent on fait des choses sans le savoir, mais en tout cas pour moi c'est une certitude. Et Jung aussi inspire évidemment Aristote, Simondon pour lire Aristote. Ta question est à mon avis une très très bonne question. Maintenant tu dis Aristote n'a pas interrogé l'inconscient, peut-être pas, mais il a interrogé le sommeil et le rêve, il a écrit un livre sur le sommeil. Donc ça c'est très très important et il faudrait aller se replonger là-dedans pour tout dire. J'ai pas eu le temps, je voulais le faire avant cette académie d'été, j'ai pas eu le temps de relire ces textes d'Aristote sur le sommeil, mais c'est un des premiers penseurs de l'intermittence. Voilà. Et donc il pense l'intermittence en tant que l'acte noétique, l'âme noétique ne peut être noétique que par intermittence. Ça c'est vraiment extrêmement clair, sa référence à Simonide est tout à fait claire, et à plusieurs reprises il y revient, mais par ailleurs donc il est aussi un penseur du sommeil, et je pense que c'est capital. Voilà, après tu as parlé, bon, il y a des questions qui s'adressent, je crois plutôt à Anne, à travers la question du cinéma, du nazisme,
de marketing, de la bêtise, etc. Tu as parlé d'automates spirituels, enfin tu n'as pas appelé ça comme ça, mais c'est, enfin, disons, de la référence de Deleuze, peut-être que, certainement, que Paolo en dira quelque chose, mais je vais le laisser en parler s'il le veut. Et puis la Eisenstein. Alors demain, il y aura Julien Stigler, mon fils, qui sera là d'ailleurs tout à l'heure. Je pense que ce sera intéressant que tu le rencontres, parce qu'il a beaucoup travaillé sur Eisenstein. Mais tu faisais référence au choc et au no-choc, et que Deleuze lui-même reprend. Évidemment, c'est capital, c'est une question absolument fondamentale. Ce choc, qui n'est pas simplement la question du cinéma pour moi, mais qui est la question de la pensée, et qui peut être le choc de la honte, la bêtise qui vous fait honte, c'est aussi le choc de toute expérience de pensée. Enfin, lire un livre, si on ne reçoit pas un choc quelconque, on ne l'a pas lu ou le livre n'était pas lisible parce qu'il n'y avait rien à lire. Voilà. Et le choc est la question fondamentale. J'essaye, moi, d'articuler ce choc-là, qu'on appelle maintenant parfois à l'IRI, dans le cadre des questions d'herméneutique contributive, la surpréhension, la surprise, le trouble, le choc, avec ce que j'appelle l'état de choc de redoublement épocal. Et ça c'est une manière pour moi de rebondir sur ce que disait Anne, c'est d'articuler le cinéma grammatisant que décrit Bergson avec la pensée comme étant, la grammatisation étant un choc. Voilà. Ce qu'à mon avis Bergson essaye de penser mais qui n'arrive pas vraiment à penser. Voilà. Je crois que c'est l'enjeu de Bergson, de son rapport au cinéma, c'est-à-dire à la connaissance, parce qu'en fait c'est le rapport entre connaissance et intuition, mais enfin, voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc il y avait une question pour Anne aussi, et puis peut-être pour Yves, dans la question de Simon. Donc voilà, je vous laisse la parole à Yves ou Anne, comme vous voulez dire. Alors on va récupérer un micro pour Yves, s'il vous plaît. Ou alors non, je vais vous approcher ça. Mais je crois que le technicien, comme tous les techniciens, n'aime pas qu'on touche à son micro. Merci. Je vais essayer de répondre, de dire un mot sur les trois questions. Il y a, pour moi, pas de problématique par rapport à l'intermittence noétique chez Jung. Non éthique. Noétique, oui, c'est ça. Hein. Il n'y a pas du tout de problématique d'intermittence noétique pour moi chez Jung. C'est-à-dire il y a effectivement de l'intermittence noétique. Des moments où on ne pense pas, où on ne pense plus. Dans mon tableau, il faudrait comprendre ce tableau-là comme effectivement en faire une lecture verticale et où voir il y a des niveaux attentionnels, hein, c'est-à-dire que dans chacune des colonnes, des 4 colonnes, on a des niveaux attentionnels à l'égard de la réalité matérielle, intellectuelle, émotionnelle ou spirituelle. Voilà. Et y compris des niveaux d'attention qui, des fois, sont tellement bas qu'on n'appréhende plus rien. Hein. Mais pour moi, l'intermittence noétique, elle est bien sur la colonne intellectuelle en lien avec la colonne spirituelle. Je fais tout de suite le lien sur l'intermittence noétique, sur la troisième question qui est pour Anne, mais je réponds deux mots, en termes de saturation des images. Je pense qu'effectivement, la saturation des images va concourir à en fait une intermittence noétique. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer quand je parlais de... on peut être, la bêtise n'empêche pas de vivre et on peut être bête parce qu'en fait, il y a peut-être beaucoup plus d'intermittence noétique et donc la saturation des images qui ne... Et c'est intéressant de penser, de revenir à l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture laisse la liberté d'imaginer et nous réouvre à une existence noétique. Sur la question de Benoît, je vais juste lire 2 phrases de Jung. Le sacrifice de soi présuppose un tel acte par lequel les éléments inconscients sont rendus conscients. Le moi doit prendre conscience de sa revendication
et le soi doit anéantir la sienne propre qui existait à l'adresse du moi. Il développe après. Ce que je veux simplement dire, c'est la notion de sacrifice chez Jung, on va beaucoup la retrouver, et dans le processus d'individuation, il ne peut pas y avoir d'individuation chez Jung s'il n'y a pas des moments de sacrifice. C'est impossible. Voilà, c'est tout. Anne, vous voulez oui. En fait, je ne sais pas vraiment comment répondre, mais ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai dit ça très rapidement, cette histoire de connaissance intuitive au cinéma, tout ça, et c'était c'était simplement une hypothèse que je faisais pour essayer de penser l'intuition que pense Bergson. Parce que voilà, il me semblait qu'il y avait une certaine difficulté à comprendre cette notion, parce que à la fois Bergson la distingue donc de l'intelligence. Pour lui, c'est ce qui doit permettre la pensée spéculative, qui ne doit pas être intellectuelle, et c'est en lien avec la question sur la connaissance que tu posais en fait. Et en même temps, il la distingue donc d'un instinct infra-intellectuel, ou alors d'une vision supra-intellectuelle. Et du coup, ma question, c'était, est-ce qu'on peut effectivement penser cette intuition de la durée comme une connaissance immédiate, directe, sans passer par une quelconque médiation, alors même que le fonctionnement cinématographique de la pensée a été reconnu comme premier. Voilà. Et pour ça, je m'appuyais sur différents passages de l'évolution créatrice et d'autres textes de Bergson, et notamment en fait j'essayais de penser ça en lien avec Bergson, pour illustrer en fait ce que pourrait être la connaissance intuitive, il prend donc qui est non intellectuel, il prend souvent des exemples de ce qui se passe dans l'art, en fait, dans la réception d'une œuvre d'art, et qui est censé permettre une vision directe de la réalité, et pourtant on a bien une médiation, on a bien un artifice, mais simplement il a été ressaisi en quelque sorte artistiquement, et comme il ne pense pas ça dans le cas du cinéma, moi j'essayais de penser ce que ça pouvait être cette vision dans le cinéma, voilà. Et du coup c'était simplement pour dire aussi, pour répondre à Simon, que du coup en fait c'était pas du tout pour dire que automatiquement devant un film il y aurait quelque chose il y aurait une pensée ou une spéculation possible, mais simplement d'essayer de mettre en lien le fait que l'intelligence fonctionne, et en fait c'est pas seulement l'intelligence, c'est parce que c'est l'intelligence en tant qu'elle est adaptée à la perception, à la réalité perçue. Donc si on envisage l'expérience comme une sorte de projection, parce que c'est ce que semble faire Bergson quand il parle de la perception d'image, et du coup est-ce qu'on peut penser l'effet que produit le cinéma comme un retournement de... Bon, enfin, j'arrive pas très bien à m'exprimer, mais j'ai essayé d'expliquer ça dans la troisième partie du texte que j'écris un peu plus clairement, peut-être. Mais voilà. Je suis désolée. Alors, je récupère ce micro-là. Sur ce point, ce que Anne vient de dire, finalement j'ai mon texte, allez le lire. Je redis quelque chose qui importe pour nous maintenant. Nous essayons de ménager des intermittences et des interstices entre les académies d'été, entre les séances de séminaires, etc. Voilà, ce que je veux dire, c'est que nous mettons en place avec Paul-Émile en ce moment un dispositif de circulation de textes, de commentaires,
Et voilà, la présentation qu'a faite Anne était tout à fait partielle, mais son texte est déjà en ligne, je crois. Oui, oui. Et donc, on pourra poursuivre tout cela dans le travail entre cette académie, l'académie de l'année prochaine, le séminaire à venir, les cours, etc. etc. Et puis bien d'autres expériences, peut-être ce qui se passera en Équateur, si ça se confirme, parce que ces sujets dont nous parlons là seront centraux dans ce que nous espérons faire en Équateur. Voilà. Notamment tout ce que Sarah a présenté, par exemple, tout à l'heure. Alors, voilà, on va reprendre une série de questions. Sarah, peut-être voulait dire quelque chose tout de suite, oui? Je vous le donne. Alors, voilà. Merci pour la question sur le rite et le liminal, parce que il me donne l'opportunité de lire quelque chose que j'avais noté et que j'ai mis dans le PowerPoint, mais qui complète le texte qui sera publié en ligne. Alors, je n'ai pas parlé à mon tour de sacrifice, mais je comprends bien ce que tu proposes comme liaison. En réalité, Turner ne parle, je crois, pas de sacrifice. Il se réfère plutôt au rite de passage duquel parle Van Gennep, qui est un auteur plus connu, je crois, qui a beaucoup parlé de rituel de passage et qui a aussi beaucoup inspiré les théories de Turner. Et c'est Van Gennep même qui utilise le terme liminal pour indiquer la transition, et le mot vient de latin limen, qui signifie seuil, et que, tandis qu'indiquer une situation de passivité, c'est-à-dire de se trouver, de stationner entre des possibilités déjà données, a beaucoup de qualités positives et actives, en particulier dans les sens où le seuil devient un tunnel, dit Turner. Donc, qu'il constitue une période d'éducation et d'initiation pendant laquelle il y a un déploiement massif de symboles et d'objets qui donnent lieu à des enseignements et des interprétations particulières des situations et des objets même. C'est une période liminale, comme j'ai dit, qui constitue cette période de changement possible. Et voilà, la différence, c'est entre le rituel et la cérémonie, comme j'étais en train de dire pendant mon exposé, parce que le rituel est cette condition liminale qui permet le changement, tandis que la cérémonie est une condition semblable, mais qui répète et qui est commandée par des autorités institutionnelles qui sont les critiques de la crise, ceux qui ne veulent pas que la crise se transforme en quelque chose de nouveau. Et alors, il faut faire attention, je crois. Je n'ai pas étudié la question du sacrifice, mais il faut distinguer entre ces deux dimensions-là. Aussi dans les sacrifices, s'il y a des sacrifices qui respectent et qui célèbrent l'ordre des choses, et des sacrifices comme des rituels qui, au contraire, désirent un changement. Merci, Sarah. Alors, il y a d'autres questions, donc on va vous passer la parole. Si tu veux bien... Ah, tu veux parler? Vas-y. Et je voudrais ajouter juste deux mots à ce qu'a dit Simon par rapport à Deleuze et l'image
les mouvements automatiques de l'image chez Deleuze. Deleuze parle de ça dans l'image timbre, Cinéma 2, l'image timbre, et parle aussi du choc. Il dit que le cinéma parvient à, et je cite, produire un choc sur la pensée, à communiquer au cortex de vibration, à toucher directement les systèmes nerveux et cérébral. Il dit précisément comme ça. Et j'ai dit une chose qui est une anticipation de ce que je dirais aujourd'hui, qui est à son tour un peu choquante par rapport à les études deleuziennes, c'est-à-dire par rapport au rapport entre Deleuze et Bergson, parce que ces chocs-là dont Deleuze parle dans Cinéma 2, c'est le choc que précisément produit l'intuition. L'intuition étant chez Deleuze et Bergson ce qui fait émerger les différences de nature. Ces chocs-là, pour Deleuze, est préparé par des signes et par une forme d'écriture qu'on peut nommer archi-écriture. Et ce discours-là est un peu refoulé par les études deleuziennes, mais on trouve précisément les mots lectosigne dans les premiers chapitres de l'image timbre. Et ça, c'est particulier, parce que les chocs et l'image pure est préparée par une forme d'écriture. Et alors, il n'y a pas seulement les mouvements automatiques qui pourraient être envisagés par une perspective pharmacologique. Il y a aussi l'écriture qui prépare les chocs et donc qui prépare aussi l'intuition. Et ça va à devenir quelque chose de problématique à l'intérieur même de la pensée de Deleuze, va à rendre plus complexe la pensée de Deleuze. Mais ça, tu vas en reparler cet après-midi. D'accord. Moi, je suis ravi de ce que tu viens de dire, mais c'est effectivement, chez les Deleuziens en général, on ne voit pas du tout les choses ainsi. Donc, j'avais en fait deux questions, une qui concernait l'exposé d'Anne, mais qui a déjà été un petit peu traitée dans les échanges, qui était que je me posais la question effectivement de cette forme de pensée, perception intuitive. Finalement, elle est provoquée effectivement par un langage, même si le cinéma est un objet temporel, c'est un langage qui au départ discrétise et reconstruit, qui n'a pas donc la fluidité de ce qu'on pourrait imaginer être l'objet temporel du monde physique dans lequel on se trouve. Et donc, voilà, je m'interrogeais sur ce rapport entre la partie analytique et synthétique dans la construction de la pensée-perception liée au cinéma. Et puis, l'autre question que j'avais, c'était par rapport à l'exposé de Yves Châtenay sur la grille matricielle proposée. Donc cette grille, en fait, elle fait écho à une grille que j'avais moi-même composée comme grille pour composer des projets des dispositifs ou des projets de médiation, en essayant de décomposer les facettes du sujet auquel on s'adresse. Et même si elle n'est pas exactement, elle n'est pas identique, il y a des ressemblances. Et en fait, j'avais deux questions. D'une part, je voulais savoir comment est-ce qu'elle est utilisée, puisque vous avez parlé d'un usage dans le cadre de l'entreprise. Est-ce que c'est utilisé pour simplement analyser des situations ou pour construire des situations, construire des projets? Et puis d'autre part, il y avait un petit fil aussi qui m'intéressait entre ces différentes, qui est lié justement à cette question de la pensée intuitive. Et puis peut-être, je me posais la question d'une relation avec l'exposé d'Igor Gallego et le scanning. Et puis je mettais ça aussi en relation avec des formes de pensée qui permettent d'appréhender, de se mouvoir et d'agir dans des situations complexes et problématiques, comme par exemple le changement climatique, dans lequel certaines cultures, certaines sociétés non occidentales
et qui fonctionnent moins par ce mode de pensée analytique, ont développé justement des modes de pensée holistiques. Et donc je m'interrogeais sur le rapport entre ces différentes perceptions pensées qui permettent de mieux se mouvoir et appréhender ces situations complexes et agir dans ces situations complexes. Voilà. Merci. Qui veut intervenir ? C'est par rapport à la pensée sur la compréhension du processus d'individuation jungienne. Toute l'intelligence et la beauté de sa pensée est qu'elle est humaine, puisqu'à l'inverse de Freud qui considère comme une poubelle l'inconscient à refouler, Jung au contraire considère qu'il faut assimiler, ramener à soi cette part d'ombre, cette obscurité en chacun de nous, sans quoi le processus d'individuation est impossible ou manqué car non absolu. Donc ma question c'est cette part d'ombre dont parle Jung, où se situe-t-elle par rapport à votre pensée Merci. Autre question ? Oui, moi c'est une question à Sarah. Effectivement, quand elle parle des rites qui doivent permettre, si j'ai bien compris, des ruptures, effectivement, ça me pose problème parce que le rite, pour moi, est le rite, ce qu'elle appelait la cérémonie, et à partir du moment où il s'agit de ruptures qui soient des noyaux d'expérience collective, est-ce que Sarah, tu peux préciser quelles seraient les conditions qui permettraient justement que ces rites deviennent des ruptures, parce que c'est bien le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à cristalliser, si je puis dire, un noyau d'expérience collective qui fasse rupture. Ok, merci Arnaud. Qui veut commencer ? Yves, allez-y. Merci pour ces questions qui sont toujours très intéressantes pour essayer de préciser les choses. Je suis convaincu d'un caractère très opérationnel de cette grille. Je pense aussi que cette grille, on peut la modifier, la faire évoluer, et que même si je l'ai moi-même constituée sur une base jungienne à ma façon, du fait de ma pratique et de ma propre individuation, la diversité de son usage et de ses conceptions vise bien à de la médiation, c'est-à-dire à de l'individuation collective, à de l'analyse de situation, en tout cas apporte aux personnes des repères, des cadres de compréhension desquels, s'ils n'ont pas ces cadres-là, s'ils n'ont pas ces repères, on rame vraiment, et donc la médiation, voilà, pour moi il y a des outils, ce sont vraiment des outils d'individuation collective aussi, et qui ont vraiment des fonctions, je dirais presque politiques, c'est-à-dire si le politique simplement commençait à s'approprier cette grille, voilà, et en faire usage, peut-être ça pourrait fonctionner autrement. Le clin d'œil sur le scanning, je pense que c'est pas inintéressant. Il faudrait y réfléchir. Je suis désolé, là, je ne vais pas trop pouvoir développer tout de suite. Se mouvoir en situation complexe, certainement. Personnellement, je suis frappé par le fait que notre pseudo-modernité la plus avancée me semble tout à fait arriérée dans les décisions, dans les propositions qui sont faites au plus haut niveau, et que ce sont les peuples dits anciens, genre Kogis et tout ça, qui nous remettent complètement dans une vraie réalité de la nature, une connexion, etc. Il n'y a pas que les Kogis, il y en a plein en ce moment. Ça sort, et c'est eux qui viennent. Hein, c'est un sacré retour, un sacré renversement. Sur la part d'ombre, j'aurais trop
à dire, mais ce que j'avais prévu de développer néanmoins, c'est ce que j'appelle une topique jungienne. Je pense qu'avec dialectique du moi et de l'inconscient, on peut réaliser une topique jungienne qui est passionnante, hein, au centre de laquelle je mets la persona, en haut, mana, hein, qui est donc la toute-puissance, qui peut être à la fois l'amour et la toute-puissance. Hein, ça peut être aussi bien quelque chose qui va nous rendre complètement mégalomaniaque, c'est l'inflation, mais ça peut être aussi l'amour absolu, etc. Et effectivement, pardon, j'ai un problème juste. Voilà. En bas, je mets évidemment l'ombre. Hein, donc la part d'ombre, c'est tout. Ça correspond quand même à, bien sûr, à des dimensions inconscientes, mais on ne peut pas s'individuer si on ne fait pas cette part d'investigation dans sa propre ombre. On a tous des parts d'ombre. C'est-à-dire, bon, il faut vraiment... je me sens très proche d'Hannah Arendt quand, voilà, le mal, il est en chacun de nous. Et Jung dit très clairement que pour commencer à s'individuer collectivement, il faut commencer à s'individuer individuellement. C'est-à-dire, si on ne fait pas un travail individuel sur soi, la société ne bougera pas. Si j'ai bien compris, la question était autour du pouvoir du rite d'être un moment de rupture. C'est bon? Alors, ce que Turner dit, c'est que le rite est un générateur de contre-structures. C'est-à-dire qu'il donne et utilise des valeurs différentes par rapport au quotidien et à la quotidiennité. Tandis que la cérémonie est ce qui célèbre l'organisation sociale dans ces structures. Donc, le rite est quelque chose qui ramène hors des structures sociales, même si Turner n'aime pas parler de structures, parce qu'il refuse la vision structuraliste de Lévi-Strauss. Et tandis que la cérémonie est ce qui, à travers ses dispositions et ses discours, célèbre l'organisation sociale en tant que telle et répète les mécanismes, se situe dans les mécanismes de l'organisation sociale et la confirme. Le rituel est ce qui, en utilisant en recherchant des interprétations nouvelles des structures et des objets liés à la société, cherche à les utiliser, à les performer, dit Turner, dans des directions différentes. Et le rituel donne origine à des valeurs différentes en faisant cela. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Enfin, mais quel type de rituel alors il parle. C'est le théâtre, oui, par exemple. Il parle surtout de. Il donne l'exemple de cette société qu'il a beaucoup étudiée avec sa femme, Edith Turner, qui sont les Ndembu d'Afrique. Et il parle de rituels de passage. Je ne me suis pas noté des exemples de ces rituels et de la façon dont ces rituels changent l'organisation de la ville, de la société. Mais il dit que le rituel contemporain, qu'il appelle l'hyminoïde, comme le théâtre, certains types de théâtre, de performances, de cinéma aussi, des performances culturelles, mais aussi les grèves, les manifestations, certains types de tentatives d'aller contre la structure en utilisant ce que le passé a déjà unifié dans
utilisons ce mot, une structure, un système social, à travers ces manifestations, ces moments liminal ou liminoïdes, peut changer dans quelque chose d'autre, qu'il appelle contre-structure. Merci Sarah. Bon, moi je vais un petit peu réagir à toute cette discussion et aux trois interventions. Alors, d'abord je dirais, par rapport à ce qu'a présenté Yves Châtenay, j'avais un petit problème avec la série instinct, opinion, désir, pulsion, désir, pardon. Je ne pense pas qu'on puisse mettre l'instinct dans cette liste. Ou alors, si on le met, il faudrait problématiser cette question, précisément pour la raison que j'essayais de dire hier, c'est-à-dire que je crois, moi, que la pulsionalisation était une désinstinctualisation des instincts. Maintenant, je comprendrais qu'on parle d'instinct lorsqu'on parle de régression, et pas seulement de régression pulsionnelle, mais de régression sociale. C'est-à-dire que l'absence d'instinct que Galen, par exemple, affirme chez l'homme, donc plutôt, appelons ça dans l'âme noétique, peut être remplacé par des automatismes sociaux. Des comportements xénophobes, par exemple, ou de rejet, enfin, tous ces mécanismes automatiques qu'on trouve chez les animaux, finalement, qui sont des mécanismes essentiellement qui relèvent de l'instinct de conservation et qui se traduisent par toutes sortes de processus régressifs pour nous, et qu'on trouve chez les êtres humains, effectivement, mais ça ne vient pas du tout de la psyché, ça vient du social. Enfin, ça ne vient pas du tout de la psyché. Bien entendu que ça passe par la psyché, mais... Donc là-dessus, pour ça, je pense qu'il faut être extrêmement précis. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est la question fondamentale d'aujourd'hui, je crois. À l'époque de l'automatisation généralisée. Ce qui est très très intéressant dans Jung, qu'il faudrait un jour, il faudra qu'on y consacre vraiment un travail, parce que c'est extrêmement complexe, comme vous l'avez dit, il est très riche, en même temps parfois pour moi quand même très problématique aussi. Mais par ailleurs, ça serait bien de faire quelque chose sur Bachelard et Jung, Simondon et Jung et beaucoup d'autres. C'est cette question de ce que j'appellerais moi une pharmacologie de la culture. Là-dessus, je suis très jungien, en effet. Mais Freud aussi parle de ça. En revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Jung, avec cette formule, en tout cas jungienne, qui serait que Freud fait de l'inconscient la poubelle, c'est archi faux. C'est ne rien comprendre à Freud que de dire ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas Freud, il y a plusieurs Freud. Donc, et là, c'est très important. Il ne faut pas être jungien contre Freud, comme il ne faut pas être nietzschéen contre Hegel. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est la régression. Ça, c'est l'instinct. La crétinisation grégaire. Il ne faut pas s'enfermer dans ces choses-là. C'est notre problème. On a aujourd'hui des petites écoles, les guattariens, les derridiens, les jungiens, les hegeliens, les sarkoziens, les hollandais. Et tout ça, ce sont des régressions qui ne sont même pas capables de comprendre justement le problème du rituel dans les tribus. Voilà. Que le rituel, c'est une transformation. Nous, les Occidentaux, nous disons, mais non, c'est une répétition toujours du même. Pas du tout. Et je n'ai pas lu du tout Turner, voilà, malheureusement, que je découvre. Mais je comprends très bien ce qu'a dit Sarah, pourquoi il est vent debout contre Lévi-Strauss. Parce que Lévi-Strauss a construit des oppositions qui sont incompatibles totalement avec une telle vision des choses. Alors, voilà, ça c'était par rapport... mon gros problème, c'est Freud et les poubelles. Voilà, non, c'est pas ça l'inconscient freudien du tout. D'abord, il y en a plusieurs. Il y a des époques de l'inconscient chez Freud. Ça commence par là, Freud, mais ça se transforme tout le temps. Il y a des stratifications. Et ça n'est pas réductible non plus aux imageries deleuziennes ou guattariennes, d'ailleurs. Freud et surtout guattarienne, là, pour le coup. Enfin, peut-être que Michel nous en parlera peut-être demain, puisque je ne sais pas, mais voilà, c'est pas... Je dis ça parce que tu m'en as parlé, donc voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut sortir de ces clichés. Alors, sur la question, merci beaucoup à Anne d'avoir donc repris ce texte
Boanisch et à partir de là d'avoir revisité Bergson, le cinéma, etc. C'était très intéressant. J'ai envie d'y réagir pour ouvrir là aussi une espèce de perspective pour plus tard. Voilà. Parce que ça, c'est un sujet énorme, absolument énorme. Évidemment, ça ne vous surprendra pas, hein. Je pense que c'est précisément ce qu'a pensé, si je comprends bien, Anne, lorsqu'elle a lu cet article de Boanisch, mais ça ne vous surprendra pas que je pense que Bergson pose le problème de la grammatisation et de l'archi-cinéma. Voilà. Mais il le fait sans le penser comme grammatisation, ni comme archi-cinéma. J'ai moi-même essayé de reprendre cette problématique via Deleuze. J'ai travaillé les textes de Bergson eux-mêmes, mais je n'ai pas creusé ces textes-là dans le 3e tome de La Technique et le Temps, parce que ce sera le 6e tome de La Technique et le Temps, Inch'Allah. Donc, puisque le 6e tome de La Technique et le Temps, c'est une discussion avec Deleuze, avec Bergson et Jacques Lacan. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, je ne veux pas, je ne suis pas prêt. Voilà, ça fait 30 ans que j'y travaille, mais je ne suis pas encore prêt. Donc, quand je serai prêt, j'y reviendrai plus directement à Bergson, je veux dire, et pas à ce que Deleuze dit de Bergson. Maintenant, je me suis vraiment dit en vous écoutant que vous me faites vraiment avancer dans ce programme, dans ce projet. Je voudrais dire en passant une chose qui me paraît très importante, c'est que l'intelligence chez Bergson, c'est la bêtise. C'est la bêtise transcendantale dont parle Deleuze. C'est-à-dire que ce qu'il décrit, alors typiquement tel que vous l'avez présenté comme contraction d'habitude, ce qu'il faudrait faire passer par Hume, etc. d'ailleurs, c'est ce qui conduit à la bêtise de l'entendement. Et si je veux y insister aujourd'hui, c'est parce que j'en parlerai pas moi-même dans cette Académie d'été, mais je suis en train d'y travailler en ce moment. J'en parlerai peut-être un tout petit peu demain. Lorsque Jonathan Crary, par exemple, ou Thomas Berns et Antoinette Rouvroy analysent ce que Berns et Rouvroy appellent la gouvernementalité algorithmique, comme un système automatique qui télécommande, en prenant de vitesse la raison, qui télécommande la crowdsourcing, puisque maintenant c'est les crowds, c'est ça le business. L'économie des data, en fait, c'est l'économie des foules numérisées. Voilà. Ce qui constitue d'ailleurs ce que Freud appelait des foules conventionnelles. Freud disait, il y a 2 grandes foules conventionnelles dans les sociétés occidentales, l'Église et l'armée. Le goupillon et le sabre, comme on disait autrefois. Et il dit ce sont des foules, c'est-à-dire que ça fonctionne sur le modèle que décrit Gustave Le Bon de la psychologie collective, et ça grégarise les comportements. Mais en même temps, c'est essentiel à la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque des foules conventionnelles automatisées par le numérique. Et j'essaye, moi, de montrer en ce moment que tout ça procède d'une externalisation et d'une délégation des fonctions de l'entendement au système technique. De fait, l'entendement, parce qu'il fonctionne comme un jugement déterminant, c'est-à-dire comme un jugement computationnel qui est toujours computationnalisable. Tout ce qui est déterminant et computationnalisable, ça, c'est ce qu'on dit depuis Newton, est externalisable sous forme d'automatique, sous forme d'automatisme, et donc sous forme de système technique. On peut déléguer, par exemple, les tables de multiplication à sa calculette, on peut déléguer toutes sortes de choses, et on peut déléguer la production de foules conventionnelles artificielles à des algorithmes qui sont les algorithmes de la gouvernementalité algorithmique. Mais c'est une délégation des pouvoirs analytiques de l'entendement. Ce que je crois, c'est que Bergson sent venir cette extrême dangerosité du monde industriel. Extrême dangerosité parce que si on parle dans un langage kantien, que j'adopte parfois, bien que je ne sois pas kantien, c'est une possibilité qui fait que l'entendement peut prendre la raison de vitesse. Parce que l'entendement est analytique, la raison est synthétique. Et la raison n'est pas délégable à des systèmes techniques. La raison, c'est ce qui n'est pas délégable, en règle générale. C'est le processus de l'interprétation de ce que vous appeliez tout à l'heure la synthèse. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une réarticulation de l'entendement et de la raison, à une époque où l'entendement fonctionne à la vitesse de la lumière, où la raison fonctionne dans les interstices, dans les rituels, dans la désautomatisation. Comment faire ?
Alors, Anne nous a parlé de Bergson et de sa pensée du rapport entre, disons, la mémoire et la perception. C'est matière et mémoire. Bon. J'ai moi-même en programme, dans ce 6e tome de La technique et le temps, essayer de montrer que il faut critiquer Husserl avec Bergson. Lorsque, par exemple, j'oppose à Husserl dans les leçons, leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, que, contrairement à ce que dit Husserl dans ce livre-là, les rétentions primaires ne peuvent être rétentionnalisées, c'est-à-dire retenues, que par les critères de rétention qui sont ceux des rétentions secondaires. En fait, c'est Bergson qui dit ça. Donc j'utilise Bergson contre Husserl. C'est Bergson qui a montré, c'est ça qu'il appelle le virtuel. C'est ça l'enjeu de ce dont parlait Paul Émile l'autre fois. Et par contre, ce qui manque à Bergson, comme à Husserl, c'est la pensée de la rétention tertiaire. Et où c'est très paradoxal, c'est que lorsqu'il dit, comme le souligne Deleuze, que finalement l'intelligence fonctionne comme un cinéma, il parle de la rétention tertiaire cinématographique, mais il ne la thématise pas comme telle. Et donc il n'articule pas cela avec la spatialisation comme un processus qui réarticulerait les rétentions primaires et les rétentions secondaires pour produire non pas simplement de l'entendement et de l'analytique, mais aussi de l'intuition, c'est-à-dire ce que j'appelle de la raison, parce que ce que lui appelle l'intuition, c'est ce que moi j'appelle la raison. Et donc je pense qu'il faudrait, si je dis ça, c'est parce que je crois qu'il faut revisiter Bergson à travers, bien entendu, Husserl, et réciproquement, mais aussi à travers Walter Benjamin, parce que tout ce qui est dit là par Bergson devrait être, je pense que ça a déjà été fait d'ailleurs, parce qu'il y a d'énormes études benjaminiennes en France, donc entre des très très grands benjaminiens comme Georges Didier Huberman, d'autres beaucoup moins connus mais très nombreux, ça m'étonnerait vraiment que personne n'ait travaillé sur Bergson, le cinéma et Benjamin, mais en tout cas moi je ne connais pas. Mais je pense qu'il faudrait faire un état des lieux de ce débat. Adorno, parce que ce qui est chez Adorno, la question du schématisme comme art caché, détruit par Hollywood, c'est aussi une espèce de cliché bergsonien d'un Bergson peut-être mal lu. Enfin, c'est pas ce que dit Adorno, bien entendu, mais on pourrait le comprendre, on pourrait dire Adorno dit la même chose que Bergson. Ce qui est vrai pour une part d'ailleurs, à mon avis, mais pas complètement. Et puis, bien entendu, Deleuze. C'est-à-dire qu'il faudrait revisiter toutes ces sources et faire vraiment confronter tous ces textes, produire un atelier d'herméneutique contributive autour de cela. Si les Deleuzianas sont intéressés par ça, si la Deleuziana est intéressée par ça, on pourrait essayer d'organiser ça avec Anne et Lyry, je ne sais pas. Voilà. Alors, ce que je crois, c'est que Bergson, qui est aussi évidemment le grand penseur de l'évolution créatrice, donc c'est le philosophe qui intègre peut-être le plus la question de l'évolution, Bergson. Et son grand livre, pour moi, c'est ça, c'est ce livre-là. Pour moi, le problème avec ce grand livre, mais que j'ai peut-être pas suffisamment bien lu, et en plus, pour tout vous dire, et je vous raconte une petite anecdote, ce livre que j'ai beaucoup lu à un moment donné, j'étais un jour sur un canoë sur la Dordogne avec un jeune homme qui était un ami de mon fils Julien qui avait fait une fugue, et donc je me retrouvais avec le gamin tout seul à faire du canoë sans savoir où était Julien. Donc je vous raconte une petite histoire qui date d'il y a bien longtemps. Et j'étais obligé de m'occuper de ce môme parce que ses parents étaient au Portugal et que voilà, il était en vacances avec moi, donc je lui ai dit si tu veux on va faire du canoë sur la Dordogne. Je lisais l'évolution créatrice et nous avons coulé. Et le livre, avec toutes mes annotations, est au fond de la Dordogne. Voilà. Donc, et ça m'a cassé parce que quand je perds un livre, c'était un livre que j'annotais depuis des années, quand je perds un livre avec toutes ces annotations, j'arrête de le lire parce que ça m'a tué. Voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le 6e tome de La technique et le temps n'est pas écrit. Quoi qu'il en soit, là où j'en étais de ma lecture, c'est que le problème de l'extériorisation n'est pas pensé chez Bergson, je crois. Et que ce qu'il appelle la spatialisation... Alors, c'est pensé comme la spatialisation. Je crois que vous le savez, moi je définis la rétention tertiaire comme une spatialisation du temps. Et ça, c'est Bergson qui donne à penser ça. Mais en même temps, ça n'est pas pensé en tant que tel, dans le processus de ce qu'on pourrait appeler l'anthropocène, y compris comme une scène, voilà, de l'anthropocène.
dont le cinéma est aussi une scène. Le cinéma est une anthropocène aussi. Hein. Alors jusqu'à quel point, justement, bon, c'est une question, c'est ça qui m'intéressait dans ce que disait Michael Calvez hier, quand il parlait d'un cinéma qui serait une pratique sociale. C'était une anthropocène. Et je réponds ici à une question que me posait Arnaud, d'ailleurs, après l'intervention de Michael. Je crois qu'il y a un problème de difficulté chez Bergson à agencer l'organique et l'inorganique. Voilà. Même s'il en parle d'une certaine manière. Et il en parle, alors ça c'est évidemment ce qui est très intéressant, et c'est ce qui intéresse, je crois, le plus Gilles Deleuze, il en parle avec un concept de l'image, et de l'image photographique d'abord, qui est évidemment extrêmement important, puisqu'il nourrit aussi l'imaginaire de l'image de Gilbert Simondon, puisque Gilbert Simondon, le cycle de l'image de Simondon, est entièrement inspiré par la question de la photographie chez Bergson, je crois. Donc il faudrait ajouter évidemment Simondon à ma liste de tout à l'heure, dans l'atelier herméneutique dont je parlais tout à l'heure d'études bergsoniennes. Ce qui m'a vraiment frappé dans ce que vous disiez là, sur tous ces registres, Anne, c'est que la trahison est la condition de l'intelligence. J'avais pas compris avec autant de clarté chez Bergson. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est ce qui inscrit la bêtise au cœur de l'intelligence, c'est-à-dire c'est la pharmacologie de l'intelligence. Pour moi, c'est la question fondamentale de notre époque. Donc voilà, on a envie de redevenir très très bergsonien là, en vous écoutant. Et quand vous dites l'illusion, c'est l'ignorance du caractère artificiel de l'intelligence. Voilà, ça c'est de la pharmacologie pure pour moi. De l'intelligence et donc de la connaissance, et ça n'est pas le caractère artificiel de la connaissance elle-même. Voilà. Vous dites que Bergson pose que la connaissance est forcément artificielle. Ça, évidemment, il ne récuse pas du tout la connaissance, il dit qu'elle ne suffit pas. Moi, je dirais c'est l'entendement qui ne suffit pas, du coup. Hein. Bon. Si je reformule ça dans le langage de Kant. Quoi qu'il en soit, tout ça nous ramène à quoi? À une confrontation Kant-Bergson, c'est-à-dire à une revisitation de Kant et de la question du schématisme. Et c'est ça que je crois qu'il faudrait refaire, peut-être aussi en invitant un jour Arnaud Boinich à parler de tout ça. Parce que c'est ça le cœur du problème. Maintenant, moi, je ne suis pas suffisamment féru d'études bergsoniennes pour finalement savoir comment il serait possible de reprendre la question du schématisme chez Bergson. Voilà. Au regard de ce que j'ai essayé de faire moi-même, en faisant une critique du schématisme kantien, en posant qu'il n'y a pas de schématisme possible au sens de Kant s'il n'y a pas de rétention tertiaire. Donc je crois qu'on est au cœur là, de cette question. À ce sujet, bon, Michael Calvez parlait d'un cinéma sans langage et vous adresse une question que vous avez, dont vous avez différé la réponse. J'aurais envie de dire à Michael qu'il faudrait aller voir du côté de Winnicott ici. Je pense que c'est ça la question de l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est une hallucination, c'est un cinéma, un archi-cinéma. Et en quelque sorte, on pourrait dire que l'archi-cinéma winnicottien, c'est ce qui engendre comme une matrice tout le cinéma non archi, c'est-à-dire tout le cinéma empirique, toutes les prothèses artificielles qui vont finalement donner les œuvres d'art, parce que ça c'est extrêmement clair chez Winnicott. Winnicott dit tout, l'art, mais pas seulement l'art, les œuvres en général, les œuvres scientifiques, les œuvres juridiques, tout ça, ce sont des constructions transitionnelles prolongées dans l'espace adulte et qui sont appréhendées comme finalement le réel, quoi, hein, mais qui sont des espaces transitionnels produits par des objets transitionnels. Penser le cinéma, comme vous proposiez de le faire, avant le langage, ça suppose de partir, je crois, moi, de cette conception transitionnelle du désir. Voilà. Qui, j'ai essayé de poser, moi, que le pharmacone primordial, j'ai appelé ça comme ça, c'est l'objet transitionnel. Ce que Winnicott décrit comme l'objet transitionnel, qui ne se limite d'ailleurs pas au teddy bear ou à tout cela. Hein, la transitionnalité est extraordinairement riche, mais c'est l'objet qui est la condition, c'est l'espace, c'est l'objet qui est la condition de l'ouverture d'un espace transitionnel entre la mère et l'enfant. Voilà. Et qui est la mère et l'enfant. La mère n'étant pas, il le dit tout le temps, c'est pas forcément la mère. Ça peut être le père, ça peut être la nourrice, ça peut être voire l'assistance publique, etc. Bon. Mais c'est l'espace de soins, disons. Dans la question que vous posiez, il y avait, je pense, un problème. Vous disiez, je suis absolument d'accord avec vous, qu'il faut bien distinguer analyse-synthèse
et que le cinéma est grammatique, vous disiez, mais il y a de la grammatisation en pagaille, et c'était une objection à Bergson. Mais ce dont parle Bergson, précisément, c'est de l'archi-cinéma, je crois. Pour moi, l'archi-cinéma, c'est la faculté de montage qui est le principe du rêve. Voilà. Que Freud n'appelle pas le montage, bien entendu, mais permutation, substitution, enfin tout ça, c'est ce que j'appelle le cinéma nocturne. Sachant qu'il y a un cinéma diurne qu'on se fait en ce moment même, c'est de la captation en temps réel. C'est en fait pas du cinéma, c'est de la régie vidéo, donc c'est de la télévision. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de la télévision. C'est cette nuit que vous ferez du cinéma. Mais dans la journée, vous faites de la télévision. Et nous faisons de la télévision, de l'archi-télévision. Voilà. Après, le problème donc, chez Bergson, c'est que je crois qu'il ne thématise pas ça, donc il ne peut pas distinguer archi-cinéma de cinéma dans la réalité. Voilà. Du cinéma tel que... il produit des inventions, et ces inventions sont précisément des grammatisations. Ce qu'on appelle le cinéma des Frères Lumière, j'ai d'ailleurs vu des films des Frères Lumière avant-hier à Lyon, absolument fabuleux, que je n'avais jamais vu, puisqu'il y a des archives Lumière à Lyon, c'est incroyable tout ce qu'ils ont produit. C'est l'invention cinématographique. Pour moi, l'invention cinématographique, c'est l'invention tout court. C'est la projection de toutes les techniques, c'est de l'invention cinématographique pour moi. Et à un moment donné, il y a quelque chose qu'on appelle le cinéma des Frères Lumière, c'est l'invention cinématographique la plus illustrative de ce que c'est que l'archi-cinéma, si je puis dire, mais ça n'est encore que du cinéma et de l'invention cinématographique et non pas de l'archi-cinéma. Alors, par rapport à ce que disait Sarah, merci beaucoup, Sarah, m'avoir fait découvrir Victor Turner. Je suis allé voir tout à l'heure, pendant la pause, bon, il n'y a qu'un livre qui est traduit en français, qui s'appelle Anthropologie du rituel, je ne sais plus exactement, voilà, que je vais m'empresser d'acheter. Et puis après, il y a de très nombreux livres en anglais, et rien d'autre en français d'après ce que j'ai vu. Et je vais voir aussi s'il y a des papiers qui ont été publiés là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et aussi passionnant que vous ayez présenté ça comme des constructions anthropiques, une analyse des constructions anthropiques, une anthropologie des constructions anthropiques. Vous avez employé le mot anthropique au sens où en géographie on parle des milieux anthropisés, c'est-à-dire humanisés, transformés par l'homme, ce qui est en fait les noyaux, les cellules originelles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Et vous avez posé que la question fondamentale, si je vous ai bien compris, c'est de créer de nouvelles rétentions et de nouvelles protensions à partir de crises anthropiques. Voilà, de crises anthropiques qui sont aussi anthropiques au sens ENT, c'est-à-dire qui produisent de l'entropie, c'est-à-dire de la destruction d'individuation, de la destruction de systèmes sociaux, etc. J'ai énormément été sensible, évidemment, à tout ce que vous avez dit sur l'expérience, l'expression, l'expertise, et toutes ces choses-là qui renvoient à l'extériorisation. Et extrêmement intéressé aussi à ce que vous avez dit, et j'aimerais bien peut-être vous en parler un tout petit peu, de l'unité rétentionnelle comme la plus petite unité sociale. Ça, j'aimerais beaucoup que vous y reveniez, parce que ça serait une façon de revisiter la grammatologie et le gramme de Derrida à partir de Turner et en passant par moi. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup de voir ce que ça peut donner, si vous vouliez en parler un peu plus. Alors, moi, ce que vous avez décrit, rupture, crise, redressement, retour à l'ordre ou scission, c'est-à-dire nouvelle crise, ça correspond assez bien, je crois, à des moments de ce que j'appelle le double-redoublement épocal. Voilà. Et dans les deux moments de l'entrechoc, hein, puisqu'un double-redoublement épocal, c'est ce qui se produit entre deux chocs en réalité, avec des phases qui sont d'abord la destruction des circuits de transindividuation, puis la reconstruction de circuits de transindividuation par des individus singuliers qui sont en opposition à leur époque, puis finalement la socialisation de cette épocalité, ce qui fait qu'ils deviennent en fait les figures de l'époque. J'appelle ça les phases de la transindividuation. Donc pour moi, ce que vous avez décrit avec Turner, ça décrit des processus, ce que j'appelle les phases de la transindividuation. Donc je trouve ça absolument passionnant, et aussi extrêmement passionnant ce que vous avez dit au titre de la réflexivité sociale et collective, ce qui renvoie à la question du rituel, où vous posez que le rituel, c'est un processus de réflexivité. Ça, c'est très, très, très important. C'est exactement ce qui nous fait défaut. Et là, je voudrais faire un lien avec Jonathan Crary, parce que Crary, dans ce livre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui me pose des problèmes, hein, ce livre. Tout n'est pas, pour moi, totalement acceptable dans ce livre. Mais en tout cas, qui pose des questions, je crois, absolument fondamentales. Donc, c'est un livre qu'il faut lire. Voilà. En plus, il est tout petit, donc il se le lit très vite.
Je crois que ce que dit fondamentalement Crary, c'est que le capitalisme 24/7 détruit les espaces interstitiels, détruit les possibilités de réflexivité sociale, et que ça, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment l'enjeu. Donc, je pense qu'il faudrait arriver à articuler. J'espère faire venir Crary pour discuter ici ou à Paris, bientôt en tout cas, de toutes ces questions, peut-être dans le cadre des entretiens du monde industriel de l'année d'après. Je crois qu'il faut ouvrir, enfin voilà, ce que vous avez dit là, il faut essayer de l'ouvrir. Si la chose avec l'Équateur se produit, il faut faire en Équateur, avec les Indiens d'Amazonie, parce que ça, c'est ça qui est intéressant en Équateur. Il y a des Indiens que Lévi-Strauss connaissait, il y en a toujours. J'en ai pas rencontré parce que je suis pas allé en Amazonie, mais par contre j'ai vu des tas de reportages de photos sur les Indiens qui vivent toujours dans cette région dont j'arrive plus à retrouver le nom, qui vivent exactement comme les Tarahumara, enfin j'allais dire les Tarahumara, comme les Nambiquara dont parle Lévi-Strauss. Et ça, c'est une chance inouïe de pouvoir... Parce que la chance, c'est que une des raisons pour lesquelles Correa est président de la République équatorienne, c'est qu'il a investi en tant que chrétien habité par la théologie de la libération. Il a investi l'Amazonie, il est allé travailler avec les tribus indiennes pour les protéger contre la destruction. En reprenant à son compte, je dirais, le bon côté des missionnaires jésuites dont Antonio de Vieira était le représentant, qui a écrit un discours absolument au roi du Portugal, vous connaissez peut-être, absolument fabuleux sur « il faut protéger les Indiens ». Bon. Et ces Indiens, qui sont aussi sur l'anthropocène mondiale, il faudrait aider l'Équateur avec vos concepts, avec Turner, etc., à finalement véritablement en faire une chance pour penser l'avenir avec Crary. Voilà. Et pour essayer de repenser la scène rituelle, précisément, et dans une époque où l'enjeu, c'est ça qu'attend Correa en nous demandant de venir là-bas, c'est de faire rentrer le numérique en Équateur, non pas pour détruire tout ça, mais pour penser le numérique autrement avec tout ça. Donc c'était ça, moi, l'enjeu de ce que vous disiez, qui était absolument passionnant. Alors, j'aurais eu plein de questions, mais il va falloir que je m'arrête. Évidemment, vous avez parlé de technique herméneutique de la performance, et je pense que notre enjeu, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Vincent et Paul-Émile à l'IRI aujourd'hui, c'est de développer des technologies industrielles et numériques de la performance, au sens où vous en parliez, avec la question de la performativité des technologies. Puisqu'il y a la performativité au sens de Austin, et il y a aussi la performativité au sens de Lyotard, il y a la performance au sens du capitalisme, c'est-à-dire la performance dans le capitalisme, c'est le solde actif-passif et où est le résultat, la culture du résultat, comme disait Nicolas Sarkozy. Et tout ça, il faudrait que nous le revisitions. Vous avez cité David Bates, je vous en remercie, je suis très content, avec ces questions de la panne et de la transformation, telles que David Bates essaie de les penser, en revisitant l'origine de la cybernétique, de la technologie numérique, et en décognitivisant cette analyse archéologique de l'histoire des technologies californiennes, en disant mais le cognitivisme s'est emparé de tout ça, mais en fait c'est pas du tout cognitiviste. Turing n'était pas cognitiviste, von Neumann n'était pas cognitiviste, Engelbart n'était pas cognitiviste. Au contraire, il disait c'est la panne la question, et c'est pas du tout le fonctionnement computationnel de l'esprit. Exactement le contraire. Donc ça serait vraiment formidable d'articuler tout ça avec ce que vous avez dit, avec la phase interstitielle, comme vous l'avez dit. La liminalité dont j'ai pas toujours bien compris, en fait, si vous vouliez en reparler un tout petit peu, ou plus tard. Et puis voilà. J'ajoute un tout petit mot encore, j'aurais eu 1000 choses encore à dire, mais je ne vais pas le faire. Vous avez dit rite et rupture, et sur sacrifice, vous avez dit, bon, c'est pas la question du sacrifice. Moi, je pense que sans le sacrifice, tout ce que vous dites n'est pas possible. Et que la destruction, par exemple, de la réflexivité sociale, telle que vous l'avez décrite par l'automatisation, c'est aussi la destruction du sacrifice par l'automatisation. C'est là que Schramayou est très important. Toutes les questions que pose Gerald autour de la question du sacrifice, je dirais toute la scène sacrificielle telle que nous la connaissons, qui passe par la capacité de la rupture précisément, parce que le sacrifice du guerrier, le sacrifice de Jésus, le sacrifice
rituel, etc., etc. C'est aussi la question du rôle de la mort chez Hegel, c'est aussi la question du rôle de l'individuation à proprement parler. Le saut quantique dont parle Gilbert Simonos, il passe toujours par le sacrifice. Sinon, il faut tuer quelque chose pour qu'il se produise un saut quantique de l'individuation. Et donc on ne peut pas séparer le rituel et le sacrifice. Voilà, ça je pense c'est important et ça serait intéressant d'en discuter avec Gérald. Et le dernier point, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que je pense que tout ce que vous avez dit et tout ce qui fait que vous donnez à considérer avec Turner le rituel comme un processus dynamique en réalité, il faut le rapporter au dreaming. Je le dis pour demain, parce que demain nous aurons la chance d'écouter Barbara Glosewski, qui est une grande spécialiste française, ça c'est sûr, mais certainement internationale, de dreaming australien. Elle connaît extrêmement bien ça. Et le dreaming, c'est un processus. C'est évidemment lié à toutes sortes de formes rituelles, mais c'est un processus de transformation, par réactivation des archétypes d'ailleurs, de ce que chez Jung on appellerait des archétypes, etc. etc. Voilà ce que j'avais envie de dire, et il va falloir qu'on s'arrête bientôt, je suis vraiment désolé. Peut-être vous voulez dire quelque chose avant qu'on s'arrête, Sarah? Mais non, seulement à propos de le liminal, qui est en effet un concept que Turner prend de Van Gennep, il s'agit d'une phase de entre-deux. Et peut-être je cherche à faire un approfondissement dans les textes que je vais donner pour les publier en ligne. D'accord. Non, je vous pose, j'ai bien compris de quoi vous parliez, mais effectivement, je pense que ça mériterait d'être un peu développé, notamment liminal et interstice, par rapport à cette question de l'intermittence, de la question qu'a posée Simon, et aussi de la question que Crary pose sur la destruction des espaces d'intermittence, etc., etc. Je crois que c'est, y compris le rêve et le sommeil, quoi. Je crois que ça vaudrait vraiment le coup. Anne, vous voulez dire quelque chose ? Oui, j'avais une question qui n'est pas directement liée à tout ça, mais c'était simplement par rapport à la question du matérialisme spiritualiste que vous avez évoqué hier. Et je voulais savoir rapprocher cette notion d'hypermatière de la conception de Bergson de la matière comme un certain rythme de durée est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas-là aussi de matérialisme spiritualiste? Est-ce que ça serait dans le même sens? Et est-ce que le fait de penser une rétention tertiaire implique une certaine conception de la matière comme durée? Et enfin, c'est pas très clair, mais c'est simplement. Si, c'est très clair. C'est très clair. Et la réponse est absolument oui. Donc c'est pour ça que je lisais Matière et Mémoire. C'est parce que c'est exactement ça qui m'intéresse chez Bergson. Et après, comme je vous disais, c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 20 ans, cette histoire de la disparition de l'évolution créatrice. J'ai arrêté tout ce travail parce que j'ai perdu l'évolution créatrice et que la question c'était le prétendu vitalisme de Bergson qui me posait problème. Et finalement, je n'ai pas fini d'instruire le sujet. Voilà. Mais oui, tout à fait. Il va falloir que je rouvre le dossier. Mais tout à fait dans le sens de votre question. Moi, ce qui m'intéresse chez Bergson, c'est ça. C'est quand il pense... Alors, la spatialisation, il la pense comme une perte. Enfin, en tout cas, on peut la voir comme ça. Mais ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça. C'est aussi la durée qui s'incarne, enfin, qui s'incruste, qui se spatialise, qui se concrétise, qui se matérialise. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je pense d'ailleurs que ça doit être... Quand on essaye de penser, par exemple, le passage de la physique à la physico-chimie, à la chimio-biologie, ou à la biochimie, et de la biochimie à la neurochimie, etc., etc., ces façons de poser le problème de la matière doivent être... pour arriver finalement à l'intériorisation des artefacts dans l'organe cérébral, dont parlait Turner aussi. Hein. Oui. C'est ce qui lui permet à lui, en tout cas, de penser la relation entre l'esprit et la matière, dire. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, il y a quelque chose d'intéressant peut-être à relier aussi avec
la possibilité d'intérioriser une rétention tertiaire. Oui, absolument. Et c'est aussi en écho avec ce que disait Paul Wilmark hier. Oui, voilà. C'est très, très étroitement lié à la question rapport consistance, existence, subsistance. Voilà. Donc il faudrait relier tout ça. Et à ce que disait Paul Émile hier matin, lorsqu'il faisait dans sa critique de Vial, sa typologie des rétentions, etc. Donc il faut revisiter tout ça. C'est bien, on a encore de quoi travailler.